Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info si vous nous rejoignez. Voici les titres de l'actualité de ce samedi 13 septembre. En trottinette, en roller ou en skate, de nombreux enfants étaient réunis aujourd'hui au Jardin d'Apolline pour participer à la 11e édition du Trot'n'Roll, un rendez-vous clé pour la Fondation Flavien, association de lutte contre les cancers pédiatriques. Monaco a accueilli pour la toute première fois un événement dédié à l'univers des cartes à collectionner. Le Monaco Card Show a réuni sur la journée des milliers de passionnés au Grimaldi Forum. Comment se porte la situation macroéconomique et géostratégique du monde? Le président des Cahiers Verts de l'économie, Jean-Pierre Petit, nous livrera son analyse en marge d'une conférence donnée au Méridien Beach Plaza. Et puis, si vous avez des envies de voyage, restez bien avec nous. La chronique US est au programme de votre JT, comme chaque samedi, et elle pourrait bien éveiller votre appétit. Mais d'abord, vous venez de le vivre en direct sur notre antenne. Monaco mène 1-0 devant Chypre en Coupe Davis après la victoire cet après-midi dans le premier simple de Valentin Vachereau en 3-7, 4-6, 6-1, 6-1 sur Stylianos Christodoulou. Le joueur de la fédération monégasque de tennis s'est fait peur dans le premier set suite à une entame laborieuse. Finalement, la hiérarchie a été respectée. Nous écoutons la réaction du numéro 1 monégasque. Ça a mis beaucoup de temps à se dessiner, j'étais complètement perdu sur le terrain, les conditions sont vraiment pas faciles. Je le sens depuis que je suis arrivé ici, le cours est extrêmement lent. Les balles sont, je sais pas ce qu'ils ont fait avec les balles, où ils les ont mis depuis quelques mois, mais les balles c'est très compliqué, il y avait le vent tourné quand même. Et puis voilà, le public avec eux, de toute façon on le sait, c'est la Coupe Davis, hein, tu peux jouer contre n'importe qui, ça va pas être facile. Et maintenant, voilà, le gros positif, c'est qu'à partir du moment où j'ai tourné le truc, il n'y a plus eu de match. Ça a été très vite et c'est ça qui est bien et ça fait 1-0. Pour nous, c'est toujours l'idéal, évidemment, pour toutes les équipes de tourner à 2-0, surtout on sait comment Romain et Hugo sont très forts en double. Et on commence par le double le dimanche. Donc je crois vraiment en Romain qui va nous apporter ce point. Il jouait très très bien toute la semaine. Même si c'est face à leur numéro 1, je pense qu'il va faire le boulot. En tout cas, j'espère. Et rendez-vous demain en direct toujours sur Monaco Info dès 16h pour suivre la suite de cette rencontre qualificative pour les playoffs du groupe 1 de la Coupe Davis. Ils ont vu la vie en orange aujourd'hui, la couleur de la Fondation Flavien. Cette année encore, des dizaines d'enfants ont roulé contre le cancer à l'occasion du Trot'n'Roll. L'événement organisé pour la 11e fois permet de soutenir la recherche contre les cancers pédiatriques. Les temps forts de cette journée riche en surprises avec Marie Bonnet-Blanc et Alexandra Paolini. Tour en moto, biker, maquillage et cosplay, tout était réuni pour amuser et faire rêver les enfants. Une tradition annuelle pour la Fondation Flavien qui revient sur l'importance de cet événement. Il faut se sentir soudé, il faut se sentir accompagnant, puisque de questionnement scientifique, médical, ainsi de suite, après c'est de l'humain qu'il y a derrière. Et puis quand on ne se lâche pas, parce que voilà, on a vécu quelque chose de fort. Et c'est gravé, quoi. C'est gravé. L'idée de pouvoir récolter des fonds afin de développer un traitement contre le cancer, une journée qui se veut avant tout festive, c'est pourquoi des activités se sont déroulées tout au long de l'après-midi. Les parents étaient fiers d'être là avec leurs enfants et pour la bonne cause. On a un petit Spider-Man, on a une petite elfe qui est là, on a une petite licorne. Et oui, on a fait plein de trottinettes, on a fait des Lego. C'est très très important de participer et en plus ça a été organisé vraiment très bien. Donc oui, il faut absolument venir. Je pense que c'est important pour le soutenir. Le plus il y a de monde, en plus ça nous apporte quelque chose. On est tous heureux de voir tout ça. Et pour cette personne qui est là, il voit notre soutien. Et même, je pense qu'on a tous peur de passer par ça. Donc c'est important que les humains aient du soutien entre eux. En trottinette, en roller ou en skate, avec sa tombola et ses concours, cette journée était placée sous le signe de la solidarité et de la bonne humeur. C'était l'idée de 2 enfants du pays créés à Monaco, un événement centré sur les collections de cartes en tout genre. Pokémon, Marvel, Disney, Panini, des milliers ont été exposés aujourd'hui au Grimaldi Forum lors du tout premier Monaco Card Show. Marie Bonnet-Blanc et Thomas Deus sont allés à la rencontre des exposants et des collectionneurs.
C'était le rendez-vous incontournable pour les passionnés. Dès l'ouverture, les stands de cartes Pokémon sont pris d'assaut par les collectionneurs venus compléter leur série. Une passion qui n'a pas de prix. Quand on est mordu, c'est très dur de se restreindre et je dirais qu'il y a presque entre 700 et 1000 euros par mois qui partent dans les cartes et c'est fou furieux. Mais on retombe dans l'enfance, on s'amuse et puis maintenant on a un pouvoir d'achat qu'on n'avait pas quand on était gamin, donc on se rattrape. Mais attention aux arnaques, les cartes Pokémon sont devenues un véritable business. Pour rassurer l'acheteur et faire prendre de la valeur à une carte, il est essentiel de passer par un expert. Il suffit de vérifier déjà au niveau de la brillance de la carte. Généralement, si c'est une contrefaçon, on remarque assez rapidement, c'est un holographisme un peu différent. Il y a aussi la texture de la carte, vous voyez les espèces de granulés qu'on sent sur le dessus de la carte. Il peut aussi y avoir ce qu'on appelle la typologie, c'est-à-dire l'écriture. Si vous voyez qu'elle est différente de la version officielle, ça met la puce à l'oreille. Ou parfois, ça peut être le dos qui est d'une couleur un peu différente. Certains n'hésitent pas à faire de la route. C'est le cas d'Arkevan, venu spécialement de Poitiers pour découvrir ce stand dédié aux cartes de reliques. Il vient d'acheter un coffret à 125 € avec l'espoir d'y trouver une carte rare. Très très content. Là, je pense que la Marilyn Monroe monte pas mal. La Marilyn Monroe, oui. Ouais. Après, avec les deux, peut-être qu'on atteint à peu près le prix de la box. Comme là, on a une plus petite numérotation, ça va coûter un peu plus cher. Une opportunité de plonger dans des univers variés comme le sport, Disney ou Marvel, mais aussi de rencontrer d'autres passionnés unis par la même passion de la collection. Les cartes à collectionner, un marché en pleine expansion. Il atteint plus de 13 milliards de dollars actuellement et projeté à plus de 21 milliards d'ici 2034. D'ailleurs, pour faire le point sur la conjoncture macroéconomique et géostratégique mondiale, Jean-Pierre Petit, président des Cahiers Verts de l'économie, a donné hier une conférence au Méridien Beach Plaza. Nous l'accueillons tout de suite. Bonsoir Jean-Pierre Petit. Bonsoir. Vous êtes en principauté pour partager votre analyse de la conjoncture macroéconomique et géostratégique mondiale. Quel est votre point de vue de la situation à l'heure actuelle ? Au strict point de vue conjoncturel, c'est une situation moyenne. Nous ne sommes pas au bord d'une récession mondiale. Les dépenses d'investissement résistent bien dans le monde, en particulier aux États-Unis. Le moral des entreprises est assez satisfaisant compte tenu du contexte. Il y a de l'impulsion monétaire aux États-Unis, il y a de l'impulsion budgétaire, un petit peu d'impulsion budgétaire aux États-Unis. Les prix des produits énergétiques fossiles sont corrects, donc il n'y a pas de risque majeur, si ce n'est que il y a une persistance d'incertitude sur la production future de la part des industriels à cause en particulier des droits de douane. Et disons que l'inflation mondiale est un tout petit peu remontée dernièrement, en particulier aux États-Unis, probablement à cause également des droits de douane. C'est les deux sources principales d'interrogation qu'on a. En ce qui concerne les États-Unis, il y a une décélération assez nette du marché de l'emploi et des salaires. Donc il faut aussi surveiller ça. C'est la raison pour laquelle la Réserve fédérale va agir. En Chine, ça ralentit, c'est plutôt décevant, mais là aussi, les autorités publiques ont les moyens d'intervenir au cours des prochains mois, je pense. Et donc on va s'en tirer avec une croissance en 2026, je pense, proche de 2% aux États-Unis. Un petit peu en dessous de 1% en zone euro et autour de 4,5% en Chine. Faisons un zoom, si vous le voulez bien, sur ces deux pays. Comment va évoluer, selon vous, la bataille technologique et commerciale entre la Chine et les États-Unis ? C'est une bataille de leadership, si vous voulez. Donc, l'administration Trump considère que l'Amérique est la première puissance et donc elle doit jouir de la puissance. Donc ça, c'est la première chose et elle le manifeste clairement de façon assumée vis-à-vis de tous les autres pays, y compris ses partenaires historiques aux États-Unis. Mais elle considère aussi qu'elle doit se protéger par rapport à d'autres blocs, par rapport à d'autres puissances qui menacent son hégémonie dans un certain nombre de secteurs. Et il est bien évident que la grande satisfaction des Chinois depuis, on va dire, une dizaine d'années, c'est d'avoir conquis des espaces dans lesquels elle a également
manifester l'émergence d'une puissance technologique au moins dans un certain nombre de segments. Donc l'Amérique, au plan technologique, au plan militaire, est un petit peu challengée par la République populaire de Chine. Quels sont justement les risques et les opportunités actuelles sur les marchés financiers ? Alors, sur le marché action, il faut commencer un petit peu à faire attention pour ceux qui ont investi dans la période récente. Le rallye, c'est-à-dire le marché haussier qu'on a vu progresser depuis le début avril aux États-Unis est très puissant, en particulier dans la composante tech. Le marché américain est très cher, en particulier la composante tech qui est très importante aux États-Unis. C'est entre 30 et 40% de l'indice suivant les définitions. Il faut commencer, pour ceux qui ont investi, à commencer à alléger, je pense. Par prudence, tout simplement. Ça ne veut pas dire que le marché va nécessairement baisser, mais ça veut dire qu'en termes d'espérance de rentabilité ajustée du risque, le marché action, en particulier le marché action américain, est relativement dangereux. Après, au sein du marché américain, il y a des choses qu'on peut jouer, comme la santé, l'énergie, à mon avis, sont des secteurs intéressants. En Europe, on peut jouer également la santé et l'énergie ou les foncières cotées, si on croit à la baisse des taux d'intérêt. Il faut jouer des styles d'investissement plutôt basés sur le momentum. Il y a quelques pays émergents qui sont intéressants, comme la Chine, par exemple. Donc, on peut encore gagner de l'argent sur le marché action, mais directionnellement parlant, est-ce que acheter n'importe comment, n'importe quoi dans les actions, dans les produits indexés en particulier, moi je recommanderais la prudence. Je dirais que pour ceux qui ont investi dans la période récente, il faut plutôt commencer à alléger et faire des choix en termes de pays, en termes de secteur, en termes de style d'investissement ou en termes de taille également, bien réfléchis et bien diversifiés. Sachant que, vous voyez, sur les petites valeurs européennes, ça avait bien marché à partir du printemps. Là, ça commence à stagner. Là aussi, c'était une bonne idée. Là, je pense qu'il faut faire une pause. Ça reviendra peut-être, mais là, pour l'instant, il faut plutôt faire une pause. Et puis, sinon, il y a d'autres classes d'actifs qui peuvent être intéressantes, comme l'or, un certain nombre d'obligations d'entreprise à maturité courte. On peut jouer aussi sur les devises. Je pense qu'on peut gagner un petit peu d'argent sur le yen, sur le renminbi chinois. Il y a des choses à faire sur la courbe des taux d'intérêt. Voilà, il y a matière à gagner de l'argent aussi sur d'autres classes d'actifs que les actions uniquement. Merci beaucoup pour ces derniers conseils, Jean-Pierre Petit. Merci d'avoir été avec nous sur Monaco Info. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Près de 200, c'est le nombre de jeunes accompagnés en 2024 par la CID, la commission d'insertion des diplômés. Parmi eux, la moitié a fait ses premiers pas dans le monde du travail, notamment grâce au réseau d'entreprises partenaires de la commission. Elle s'est réunie hier pour dresser un bilan de l'année écoulée et évoquer les projets pour les mois à venir. Les détails dans ce sujet de Christine Datomel et Hugo Comasa. La CID a accompagné de nombreux jeunes diplômés cette année encore avec des résultats chiffrés encourageants. Parmi les actions phares, des ateliers d'orientation professionnelle, des partenariats avec les entreprises locales et des programmes de mentorat pour faciliter l'insertion sur le marché du travail. Un bilan plus que positif pour 2024 avec 183 jeunes reçus, dont 98 d'entre eux ont été insérés. Un nombre de jeunes monégasques ou résidents de la principauté et maintenant, depuis cette année, de jeunes qui résident dans les communes limitrophes mais qui ont étudié en principauté, tant dans le secondaire que supérieur, qui ne cessent de croître, avec, je dois dire, des résultats plutôt intéressants, puisque sur les 183 jeunes qui ont été suivis au cours de l'année 2024, 98 ont trouvé effectivement un emploi auprès des partenaires qui ont passé un accord avec la CID pour accepter d'accompagner et de recevoir ces candidats. Donc je trouve une commission qui fonctionne bien, qui a du sens et qui est adaptée aux besoins actuels de la principauté. Dans l'avenir, la CID prévoit de renforcer ses initiatives comme les simulations d'entretien, mais aussi de lancer de nouveaux projets avec des actions concrètes comme la création du réseau Alumni prévu pour la fin de l'année.
C'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur puisque la CID a accompagné environ 2400 jeunes diplômés depuis sa création en 2010 et je pense que ce réseau peut vraiment intégrer la jeunesse, donc ceux qui sont fraîchement diplômés et qui ne bénéficient pas toujours de réseau. Donc ça peut être une entraide, ça peut être aussi du mentorat pour ceux qui sont le plus motivés. Et en tout cas, nous, voilà, la CID, on a à cœur de développer cette thématique en organisant des sessions qui vont être organisées de manière assez régulière pour justement promouvoir ce réseau Alumni CID. Mais alors, quels sont les secteurs les plus demandés, mais surtout quels sont ceux qui recrutent ? Alors, les plus demandés, ça va être le secteur de la comptabilité, tous les métiers juridiques. Les métiers finance, communication, ça c'est vraiment communication numérique, etc. C'est vraiment des métiers qui sont porteurs en principauté et qu'il faut promouvoir. À l'inverse, les métiers qui sont un petit peu plus délicats à Monaco vont être le marketing. Et puis peut-être le BTP qui commence un petit peu aussi à descendre, pour ma part. Et peut-être aussi l'univers de la mode où on a eu peut-être cette année des jeunes qui nous ont contactés et qui souhaitaient faire une carrière dans ce domaine-là. Et c'est vrai qu'à Monaco c'est compliqué, il faut peut-être aller à l'étranger pour en tout cas débuter sa carrière et peut-être mieux revenir en tant qu'expatrié à Monaco. La CID reste plus que jamais un acteur clé de l'insertion à Monaco avec une ambition claire, accompagner chaque jeune vers une insertion réussie. Le réseau de la CID compte aujourd'hui 269 entreprises partenaires. Direction le Yacht Club de Monaco pour un défilé un peu particulier. Ce ne sont pas des créations couture que le public est venu admirer, mais des voiliers et yachts d'époque. La Monaco Classic Week s'est achevée aujourd'hui et en point d'orgue de l'événement s'est tenu le fameux concours d'élégance. Au-delà de leur esthétique, leur restauration, leur style et l'élégance de l'équipage a été notée par un jury exigeant. Gaëtan Lebrun et Hugo Comasa. La Classic Week, c'est une véritable fête maritime. Ce matin, visiteurs et passionnés étaient présents sur les quais pour admirer ces navires d'exception, témoins d'une époque où élégance rimait avec la mer. Le tout sous l'œil aguerri de grands noms de la navigation, comme Sir Robin Knox Johnston, premier homme à avoir fait le tour du monde en solitaire et président de la Classic Week. This is such a fantastic event. It's beautiful boats, so lovingly cared for. I mean, they just look beautiful. But it's the care that the crews give to these boats that keeps them continuing. Some of them more than 100 years old, still maintained beautifully. And I think by bringing boats like this here, we establish a standard. And we try to encourage other people to look after their boats and keep them at the same very high standard. Les participants ont présenté des yachts restaurés avec un soin extrême tout au long de la journée. Sous la présidence d'Allegra Gucci, le concours d'élégance met à l'honneur l'étiquette, le style et le raffinement propre au monde du yachting. Chaque détail est scruté par un jury d'experts, gardiens de l'esprit label classe. We have 3 different categories. We have the sailing boats, the motor yachts and the canoe. And actually the criteria, they are very simple, but it's very difficult to judge. So it's the aesthetic and the beauty of the boat. It's the crew, so how the crew are dressed, how they behave, how they cheer to the jury. And the last one is the emotion, so what the French call the coup de cœur. So the emotion that these boats give us during the parade. Les résultats du concours d'élégance seront combinés à ceux d'autres épreuves de la Monaco Classic Week pour désigner le lauréat du prestigieux prix, récompensant à la fois la restauration, l'élégance et l'esprit yachting. La remise des prix récompensant ces 3 jours est prévue ce soir. C'est une boisson qu'on dégusterait bien sur l'un de ces bateaux. Le spiritueux historique de la principauté Amechia devient Moser Mechia, un rhum intense et fruité produit artisanalement à Monaco et qui fait revivre une ancienne tradition du XVIIe siècle de marins génois. Le lancement de ce tout nouveau produit a eu lieu jeudi au Fort Antoine en présence du prince Albert II, Frédéric Hélion et Alexandra Paolini. Tout commence au XVIIe siècle, quand les marins de passage en principauté offraient du rhum blanc d'Amérique du Sud, du vermouth blanc et de l'ouzo aux pêcheurs monégasques. Ces derniers mélangeaient le tout pour en faire un spiritueux historique de la principauté, Amechia, remis au goût du jour, sous l'impulsion notamment du prince Albert II. Ça part
d'un sentiment de vouloir faire revivre des morceaux de notre patrimoine. Il y a eu bien sûr, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, grâce à l'ancien maire de Monaco, Robert Boisson, et M. Attimon, la famille Risa, et d'autres personnes qui ont remis cet ancien alcool au goût du jour il y a plus de 40 ans. Je pensais qu'il était temps de le réinventer un tout petit peu, mais de rester quand même fidèle à ses bases. Puis ça participe à raconter aussi l'histoire maritime de la principauté, l'histoire d'échanges, qu'on a toujours été, ce carrefour d'échanges internationaux grâce au commerce maritime. Et donc, je pensais que c'était intéressant. C'est pas du tout pour inciter tout le monde à consommer, mais c'est je pensais que c'était intéressant pour tout le monde d'avoir cet aperçu sur notre histoire et de le mettre un petit peu au goût du jour actuellement. L'historique Mechia devient donc Mother Mechia, un rhum blanc présenté au Fort Antoine jeudi, le fruit du travail d'un groupe de passionnés depuis 4 ans. Pour avoir la meilleure canne à sucre au monde, tu dois aller dans les lieux où il y a la canne à sucre la meilleure. Et le meilleur lieu au monde, c'est Haïti, la région de Saint-Michel-de-la-Talaye, où il y a une canne à sucre spécifique qui s'appelle cristalline, que ce n'est pas une hybride, c'est une vieille canne à sucre. Et nous avons fait une première distillation, parce que beaucoup de grains eau de vie sont faits avec 2 distillations. Une première distillation, c'est à 28-30% d'alcool. Les jours après, tu distilles. Alors, nous avons eu cette idée, c'est la première fois au monde. Où est la meilleure canne? Là. Nous allons faire fermentation, première distillation là-bas. Nous envoyons ici la première distillation et nous allons la redistiller à la distillerie de Monaco. On est vraiment parti sur un rhum pur de jus de canne et on va l'affiner dans des fûts de vermouth, dans des fûts de marsala, dans des fûts de sherry. Donc, au lieu de mettre des produits dans le rhum, on met le rhum dans des casques, dans des fûts, pour donner cette idée de la mèche. Mais on est resté vraiment sur un produit de très haute qualité, pur jus de canne. Pour Luca Gargado, Mother Mechia est un des 3 meilleurs rhums blancs au monde. Si vous aimez les belles voitures et en particulier ces italiennes souvent rouges et qui arborent un cheval cabré devant, ce qui va suivre devrait vous intéresser. Une exposition de Ferrari est à découvrir en ce moment chez BPM au 16 rue du Gabian à Fontvieille. Aperçu de quelques pépites dans ce reportage de Fabien Bonilla et Camille Caloni. L'atelier Ferrari du groupe BPM s'installe à Monaco, dans le quartier de Fontvieille. L'ouverture est prévue courant septembre. Dans ces nouveaux locaux de 1300 m², un atelier mais aussi un showroom de véhicules Ferrari d'occasion. En attendant l'ouverture officielle, sachez que 21 Ferrari à la vente sont visibles par le grand public à l'occasion d'une exposition ouverte à tous jusqu'au 30 septembre. On a des voitures mythiques. Derrière nous, on a un Testarossa qui pour moi, ça me rappelle les films Miami Vice. On a des Daytona, on a la 512, on a des voitures qui sont... On a un SP2. Et l'idée, c'est de donner la possibilité à nos clients, mais aussi à les personnes qui partagent la même passion de nous, de venir, de faire un tour, de voir qu'est-ce que c'est pour nous Ferrari, qu'est-ce que c'est la passion autour de la marque. Après l'ouverture officielle de cet atelier showroom, courant septembre, des événements y seront régulièrement organisés, comme des projections de courses sur grand écran, telles que le Grand Prix de Monaco, mais également des défilés de mode ou encore, pourquoi pas, des séances de yoga. Comme chaque samedi, c'est l'heure de la chronique US. Nombreux sont les chefs français à s'être expatriés aux États-Unis. Alexandra Pani, bonsoir. Vous nous amenez cette semaine à la découverte d'un restaurant aux accents du Sud. Bonsoir à vous. Est-ce que vous voulez partager avec moi cette délicieuse pie saladière? Et non, je ne me trouve pourtant pas place d'Armes, mais bien à New York, dans le quartier de Williamsburg plus précisément. Cette semaine, je vous propose de découvrir le restaurant de ce chef niçois, installé ici depuis 2008. Alors suivez-moi pour cette escapade gourmande. On entendrait presque le bruit des cigales ou l'agitation du cours Saléa. Dans ce restaurant de Brooklyn, on y vient pour la gourmande cuisine du sud de la France et l'accueil chaleureux de son propriétaire. Au bout de 3 mois, j'ai ouvert mon premier restaurant à New York, juste débarqué de la Provence, de Nice. Et donc, j'ai ouvert un restaurant qui s'appelait Pâtes et Traditions, qui est resté ouvert de 2008 à 2021. J'ai mis 3 ans et demi à le reconstruire petit à petit. J'ai cumulé 2 jobs, ma femme aussi.
Et ça a été long, mais ça m'a permis en même temps de peaufiner et d'aller dans le détail du décor, du plating, du menu. Et aussi, j'ai la chance d'avoir beaucoup de support dans la région de Nice et même de Monaco d'ailleurs. Une ambiance qui invite les clients dans sa Provence natale. Certains sont de véritables habitués et n'hésitent pas à parcourir des kilomètres pour venir jusqu'ici. We love this place. It's charming. The food was always delicious. We couldn't wait for it to reopen after COVID, and we're so excited that it finally has. And we travel an hour to get here, and we've brought various friends here. And I brought my mother here once, and everybody loves it. So it's a wonderful place. We came here so many times, anniversaries, special occasions. We were following on Instagram, watching the progress of the beautiful paintings on the wall and the kitchen being set up. So we're just thrilled to be back again and looking forward to our meal. Plusieurs grands classiques de la cuisine française sont à la carte, croque-monsieur, crêpes bretonnes revisitées, mais ce sont les spécialités niçoises, les stars du menu. Dans le menu, vous trouvez un plateau provençal. Évidemment, je promote et je fais la soca niçoise et je la déstructure un petit peu, ce qui lui fait son charme. Je fais donc une soca avec des courgettes et des petits piments d'Espelette et une petite sauce à tremper qui fonctionne de malheur, même avec les Français. On a des super salades, donc la salade niçoise, la classique. Un joli bar avec tous des produits français importés, avec des savons aussi de Marseille, des savons, tous les styles de savons d'ailleurs, des bonbons même d'Auvergne, des pépitos, enfin toutes les marques. J'ai de l'huile d'olive niçoise aussi, du banania, des chips Brest, tout ce que vous voulez. Un véritable petit bout de France en plein cœur du quartier de Williamsburg à New York. Retour chez nous au marché de la Condamine justement, où l'on retrouve bien sûr la traditionnelle soca et la pisse saladière. C'est là que le prochain Mounégou Ripper Café sera organisé par la mairie de Monaco le mercredi 17. Mais attention, il sera spécial. Si vous avez l'habitude d'apporter vos petits électroménagers et vêtements à réparer, ce sont à vos vélos que l'équipe de bénévoles tâchera de donner une seconde vie. De midi à 15h, notez bien l'entrée de ce Mounégou Ripper Bicycletta, comme il faut véritablement l'appeler, est gratuite et aucune réservation n'est nécessaire en amont. C'est la fin de cette édition, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Dans un court instant, la météo de Marie Bonnet-Blanc, mais avant cela, nous vous proposons de revivre en images l'événement caritatif de la journée. Je parle bien sûr du Trot and Roll de la Fondation Flavien. Les enfants ont pris la pause devant l'objectif de Stéphane Dana. Belle soirée avec nous sur Monaco Info et à demain 18h30. Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver afin de faire le point sur le temps de demain qui devrait rester couvert dans la matinée. En revanche, dans l'après-midi, quelques éclaircies. Côté température, il fera 21 degrés le matin, 23 degrés pour la fin de journée. Ce sera l'occasion de souhaiter une très belle fête à tous les Corneilles, mais ce sera également la journée mondiale des premiers secours. Souvent méconnue de certains, cette initiative rappelle que connaître et appliquer ces réflexes pourrait nous permettre de sauver des vies. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.